Mesdames et messieurs, tous les plaisirs, pour nous de vous savoir nombreux devant vos écrans. Et surtout, chers amis internautes, vous êtes bel et bien sur BM TV, Business and Market Television. Et aujourd'hui, c'est votre émission Économie et Société qui a l'immense plaisir de recevoir pour vous Monsieur Joe Mutombo. Il est chargé de programme du Bureau des formations et des recherches sur le développement intégral B4D en SIG. C'est avec lui que nous allons parler du thème tout ce qui est lié aux passations du marché en République démocratique du Congo, le principe ainsi que la base juridique de cette loi promulguée par le chef de l'État. Monsieur Joe Mutombo, vous êtes le bienvenu sur notre plateau. Merci beaucoup. Je vous ai présenté tantôt comme étant chargé de programme de B4D. Et en quelques lignes, c'est quoi le Bureau de formation et de recherche sur le développement intégral, B4D? Oui, en fait, le Bureau de formation et de recherche pour un développement intégral est un bureau qui se spécialise depuis un temps dans la recherche et la formation. Ça veut dire que nous formons d'une part les acteurs de la société civile et nous menons des recherches, des investigations sur les questions naturellement de gouvernance qui cadrent principalement avec la gouvernance financière et précisément les questions du secteur des marchés publics. Donc vous êtes expert en finances publiques? Nous sommes experts dans une certaine mesure en finances publiques et en marché public. Okay. Oui, nous suivons ces questions-là, nous faisons ce que nous appelons naturellement les contrôles citoyens des marchés publics. C'est-à-dire c'est les regards du citoyen par rapport au marché public. Il faut dire, c'est une sorte d'anecdote, au début il y a eu pratiquement une sorte de sondage. Et lorsqu'on disait marché public, les gens pouvaient tout de suite penser au grand marché, au marché en termes de ONG, des Andes, alors qu'il n'était pas question de ça. Il fallait donc vulgariser, sensibiliser, dire aux gens c'est quoi effectivement le marché public. Et en demi-mot, je dirais que c'est un contrat écrit entre l'État et les privés. Du côté du privé, c'est tout ce que nous avons comme entrepreneurs, fournisseurs, prestataires. Nous allons y revenir parce que c'est pratiquement ça la base de notre émission. On voulait vous connaître, vous, oui, à travers vous, la structure, bien sûr, votre soubassement juridique. Voilà. Effectivement, nous existons depuis 2010, les bureaux de formation et de recherche pour le développement intégral. Et en 2010, donc, c'était pratiquement les statuts élaborés, et puis notariés, légalisés auprès de l'État. Et par la suite, nous avons eu la personnalité juridique auprès du ministère de la Justice, ce qui nous a permis de fonctionner avec progressivement les F90, puis l'arrêté ministériel. Et les objectifs, en fait, c'est le développement de manière générale, comme toute autre organisation de la société civile. Mais il faut dire que ce développement ici, nous l'avons appréhendé dans le sens de renforcer les structures de base, telles que les ONG, les associations, qui œuvraient déjà sur terrain, et surtout les communautés de base telles que les populations, et faire en sorte qu'ils sortent de leur état de pauvreté. Ça, c'est parmi les objectifs. Et dans cette démarche-là, il fallait pratiquement interagir avec l'État. C'est comme ça qu'il était question de voir sur quel créneau mener cette action-là. Et nous avons ciblé pratiquement les marchés publics parce que nous sommes nés en 2010 et pratiquement la réforme sur les marchés publics est partie de 2010. Okay. On avait fait une sorte de diagnostic, on a constaté qu'il n'y avait aucune structure de la société civile qui focalisait ces questions-là, qui cadrait avec le secteur des marchés publics. Alors on s'est dit que non, il faut renforcer les capacités des organisations de la société civile pour les amener à suivre les secteurs de marché public, c'est-à-dire comprendre comment l'État achète. Ce sont les achats publics. Comment l'État achète? Est-ce qu'il achète à bon prix? Est-ce qu'il achète qualitativement? Parce que, entre guillemets, ou en parenthèse, on dirait qu'on peut construire une route et la voir se détériorer tout de suite. Ça veut dire que l'État a mal acheté. Et comme la réforme était en cours, il fallait suivre. Et de par le passé, le B4D a réalisé plusieurs études déjà. En 2014, nous avons pu suivre la construction de 1000 écoles. Le gouvernement avait un programme ambitieux. Il fallait construire 1000 écoles là. Et après, ils ont revu leurs indicateurs de départ pour construire un certain nombre d'écoles sur les quinquennats.
Et nous avons suivi et relevé les failles, les faiblesses, les réalisations. Et nous avons formulé des recommandations pour qu'à la longue, ce type de projet, qui du reste public, touche les grands mondes, les grands publics congolais, il fallait que ce soit mené à bon port de sorte à permettre à ce que les élèves congolais étudient dans de bonnes conditions. Ça, c'était avec les PRIS, les projets PRIS. Exactement. Nous avons en 2016 suivi le projet PES, projet d'équipement des structures sanitaires. Cette fois-là, il fallait construire des centres de santé, il fallait construire des hôpitaux généraux de référence. Là aussi, ce n'était pas très reluisant. Je peux dire que les PRIS étaient un peu mieux faits que les PES. Il y a eu beaucoup de soucis avec les PES, mais à la longue, il y a eu une sorte de détournement parce que c'est pourquoi les PES étaient conçus au départ, n'avaient pas été faits, mais avaient été faits sous une autre forme. Vous vous limitez à faire un contrôle citoyen, oui. Vous faites le rapport, vous dénoncez, et finalement, ces gens ne sont pas sanctionnés. Vous avez donné l'exemple de routes actuellement construites, pas même une année, le chef de l'État l'a reconnu dans une émission télévisée. Effectivement. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de sanction? Effectivement, il faudrait pousser vers la sanction, parce qu'une chose est de dénoncer, et comme je disais, nos études établissent les constats, met en évidence les insuffisances. Et donc, nous sommes dans la phase de dénonciation. Maintenant, il faudrait migrer vers la phase des sanctions. Et ça, les Bifordi, lors de notre projet, c'était pratiquement la mise à jour de ces deux premières études, c'est-à-dire les PRIS et les PES. Nous avons fait une mise à jour en 2021, parce qu'il faut dire que ces projets ont été exécutés sur une certaine période d'années. Et en 2021, avec le nouveau régime qui est arrivé en 2019, on a essayé de voir qu'est-ce qui a été construit, par exemple, dans le cadre de la gratuité de l'enseignement, dans la suite des années qui ont suivi. Et c'est là que nous avons compris tout de suite que non, il fallait ajouter à la dénonciation une action en justice. C'est comme ça qu'il y a certains ouvrages qui ont été focalisés par des noyaux citoyens que nous avons placés au niveau d'exécution de ces ouvrages-là, qui ont constaté des arrêts des travaux, qui ont constaté des dysfonctionnements dans l'exécution de ces marchés. Et nous avons pu, avec le concours d'un cabinet de la place, élaborer soit des lettres d'inquiétude, lesquelles lettres d'inquiétude devaient être prises en charge par l'autorité judiciaire, qui par la suite devait initier des investigations qui donneraient lieu à une plainte pour amener à ce que tous qui sont mêlés de près ou de loin dans les dysfonctionnements, par exemple une route qui a été construite et puis abandonnée, et lorsque la communauté est restée dans ces contextes d'abandon, il y a eu des érosions, il y a eu des maisons écroulées, il y a eu tellement de conséquences, parce qu'il faut dire que l'entreprise avait initié des travaux puis a abandonné, et la nature a horreur du vide. Il y a eu tout ce qui a suivi comme conséquence, ce qui a fait que cette lettre d'inquiétude déposée auprès des instances judiciaires a permis, le processus est en cours, pour que les procureurs, à la suite des investigations, amènent le processus à une plainte qui viendrait à permettre la réhabilitation ou la, comment dirais-je, qu'il soit payé les dommages et intérêts causés auprès de la communauté, et que ces communautés soient du moins remises dans leurs droits, dans les conditions de vie qui conviennent, et que les responsables répondent de leurs actes. Mais connaissons les contextes en République démocratique du Congo. Faire de recherche, investiguer pour sanctionner des personnes qui ont, d'une certaine manière, mal utilisé l'argent de l'État, il n'y a pas de conséquences pour ça. Bon, les conséquences devaient suivre. C'est-à-dire que quand vous prenez la loi ou les cadres juridiques, ils prévoient des sanctions. Les sanctions peuvent concerner, il y a certaines infractions qui sont listées dans la loi, par exemple les conflits d'intérêts. Il y a les délits d'initiés, il y a la prise illégale d'intérêt. Et pour qu'on n'aille pas vite en besoin, j'aimerais que vous puissiez qu'on puisse revenir sur ces documents légaux qui régissent le marché public en République démocratique du Congo. Vous dites que c'est rendu public depuis 2010. 2010. Parlez-nous un peu de ça. Oui, la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 est la conséquence de cette réforme qui a été initiée en 2009 à la suite
d'un symposium. Mais comment on faisait auparavant, avant que cette loi ne soit disponible ou publiée? Avant cette loi, le cadre juridique, c'était la loi de 1969. Elle était devenue obsolète. Elle ne répondait plus aux standards internationaux. La RDC ne devait pas rester en marge. Elle s'est mise en mouvement pour se conformer et être en harmonie avec le développement des cadres juridiques à travers le monde. C'est comme ça que la réforme a été initiée. La loi a été promulguée en 2010 par le président de la République à l'époque, son Excellence Joseph Kabila. Et à la suite de cette publication-là, il a fallu qu'il y ait des mesures d'application de cette loi. C'est comme ça qu'il y a eu dans la foulée de 2010 plusieurs décrets qui ont été pris, notamment les décrets qui créaient l'ARMP, qui créaient la DGCMP et les cellules. Et il y a les décrets, un décret aussi très important, c'est le décret portant manuel de procédure. Comment on matérialise cette loi-là? C'est ce manuel de procédure qui a été également pris, qui a permis d'opérationnaliser la réforme. Et donc, bref, nous dirons que le cadre juridique existe, c'est cette loi avec ces 6 textes d'application et puis d'autres textes aussi qui permettent de gérer. Parce qu'il faut dire que le secteur n'est pas géré que par cette loi. Ça, c'est la loi mère. Il y a les textes d'application, mais il y a aussi d'autres lois qui entrent en application dans le cadre des marchés publics, notamment la loi relative aux finances publiques. Il y a la loi sur les ETD, et puis d'autres lois. Et puis au niveau international, vous avez tous les traités ratifiés par la RDC qui aussi sont pris en compte, ainsi que les accords de financement conclus entre la RDC et les bailleurs. Donc, lorsque vous êtes dans ces secteurs-là, vous devez avoir un regard sur toutes ces dispositions légales, toutes ces lois, pour comprendre comment les choses sont menées. Mais pour ne pas se perdre, comment se passe un passation de marché, passation de marché? Comment ça s'est fait? Comment on parle de gré à gré, on parle de l'appel d'offres. Comment ça s'est fait? En République démocratique du Congo, c'est quoi le délai, je dirais, minimum, maximal? En fait, d'abord, la passation de marché, c'est un processus. C'est un processus qui part d'un point A à un point Z. Mais comme vous posez la question au sujet de comment ça se passe, il y a ce que nous appelons les méthodes de passation des marchés. Nous avons 2 méthodes. Nous avons la méthode d'appel d'offres, qui a aussi... c'est ça le principe fondamental. Le principe fondamental, c'est l'appel d'offres. Ça, c'est ce qui permet de mettre tout le monde à l'aise. Tout le monde peut compétir. Il y a la transparence. Il y a la transparence qui va avec, parce qu'on doit publier l'appel d'offres pour permettre à ceux qui veulent soumettre leur dossier de venir les soumettre. Et une fois qu'on a lancé l'appel d'offres, l'étape qui suit, c'est le dépôt de ces offres-là. Comme on disait tantôt, l'appel d'offres, dès qu'on lance la vue d'appel d'offres, vous avez 30 jours. C'est ouvert, c'est 30 jours. On permet à tout le monde d'être informé, d'être au courant que non, l'État va construire des ponts, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle de préfinancement? Est-ce que c'est important qu'un candidat qui a soumis sa candidature soit en mesure de préfinancer avant que l'État ne vienne subvenir aux besoins après? Oui, d'abord, pour compétir, vous devez avoir la capacité financière et la capacité technique. Lorsque vous vous appelez une entreprise de construction, par exemple, et que vous voulez construire pour l'État, vous devez être capable financièrement et techniquement. Financièrement, c'est que vous avez quand même des sous. Vous avez une capacité financière. Ça, c'est un atout. Techniquement, vous avez maîtrise sur ces domaines-là. Ça veut dire que vous avez de l'expérience. Admettons que vous existez depuis 2010 et que vous êtes dans la construction des chaussées, routes et consorts. On dit nous sommes en 2024, il a 14 ans d'existence. On peut venir à lui demander, vous avez déjà construit combien de routes? Est-ce que vous avez déjà réalisé des marchés similaires à ces marchés-là? Il peut produire son expérience, son parcours. Ça peut venir quelque part et permettre à ceux qui vont faire la sélection de l'offre économiquement avantageuse, comme on dit, de choisir celui qui offre plus d'expérience, plus de capacités financières.
Et dans ce cas de figure, il peut venir à assurer ses financements dans une certaine mesure. Mais il faut dire que dans les règlements des marchés publics, il y a ce qu'on appelle les acomptes. Lorsqu'on est dans les marchés des travaux, par exemple, on doit construire une route, il y a tout ce qui entre dans les cas de préparation. C'est déjà une étape. Et donc, on peut venir à donner 30% à cette entreprise qui a réussi à faire cette première étape de préparation. On dit qu'il a réalisé l'étape de préparation, on lui donne cet acompte-là. Et dès qu'il avance de cette étape de préparation à une autre étape, si nous prenons les cas de figure, on peut prendre les cas de route. On va commencer par rembler, on va essayer de canaliser, faire les caniveaux, comme on dit. On prépare un peu les terrains et avant d'entamer les grands travaux sur... Et apparemment, l'État a prévu tous les moyens possibles pour qu'il n'y ait pas de détournement quand il y a des genres de projets. Mais comment ça se fait que l'argent se retrouve dans des poches des individus et qu'il y a détournement finalement? Oui, d'abord, pour commencer, si tout le monde est convaincu qu'il faut appliquer la loi dans sa rigueur, on éviterait ce genre de pratiques. Prenons un processus, par exemple, de passation des marchés qui commence par la préparation, comme on disait tantôt. La préparation, c'est que la cellule de gestion des projets de marché public prépare les dossiers d'appel d'offres. Dès qu'il a les dossiers d'appel d'offres, on lance l'offre, on permet à tout candidat qui va soumissionner de venir avoir accès au dossier d'appel d'offres. Dès qu'ils ont accès au dossier d'appel d'offres, ils voient les conditions de l'acheteur, l'État, les services publics qui va acheter tel bien. Dès qu'ils ont les conditions, ils préparent leur offre, ils viennent soumettre. Après le dépôt des offres, l'étape qui suit, c'est l'ouverture des plis. On appelle tous ces candidats qui ont déposé leur offre de venir participer. C'est une séance publique. De sorte que personne n'accuse l'autre d'avoir été favorisé. Et donc, quand on ouvre les plis, on vérifie, par exemple, on avait demandé à chacun d'y mettre leur statut. Si vous n'avez pas mis les statuts, on déclasse votre offre. On prend l'exemple des Mirosystème aujourd'hui avec la machine à voter. Ouais. On a suivi quelques structures sœurs qui vous accompagnent dénoncer qu'il n'y a pas eu appel d'offres par rapport à la machine à voter et que Mirosystème a été, je dirais, passé le marché de gré à gré. Si je peux dire bon, si nous prenons les derniers processus, il faut dire que les derniers processus, Mirou est l'entreprise qui a exécuté les deux marchés de la CENI. Les marchés de kits d'enrôlement, comme les marchés des dispositifs électroniques de vote, anciennement appelés machines à voter. Les deux marchés ont été passés pour le premier par appel d'offres ouvert. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont déposé leurs dossiers, qui se disaient capables de fournir des kits d'enrôlement à la CENI. Mais la CENI a pris ces marchés et l'a attribué à Mirou, estimant que les autres n'avaient pas développé des technologies à même de permettre l'enrôlement des Congolais. Mais comme nous sommes en train de ramasser plusieurs aspects à la fois, vous vous rendrez compte que lors de l'exécution de ces marchés, le premier, celui des kits d'enrôlement, il y a eu des failles vraiment considérables qui ont remis en cause la capacité de la CENI à bien mener ces processus d'acquisition ou ces processus d'achat de ces machines. Où est-ce qu'on a relevé les failles? C'est lors de l'enrôlement. Les Congolais ont été effectivement enrôlés dans un timing de 4 mois, ce qui était comme un record pour la CENI. Mais la grande faille, c'est que ces cartes n'ont pas tenu longtemps. Elles se sont effacées. Tout de suite, ça a remis en cause et la crédibilité de la CENI et la crédibilité de Mirou qui a livré ces machines-là. Comme pour dire que l'entreprise qui avait introduit recours, parce qu'il y avait un recours, il y avait une entreprise qui avait donné un prix plus élevé que Mirou, parce qu'il y a les rapports qualité-prix. On regarde, oui, techniquement c'est bon, les prix, il est bon, on lui donne les marchés. Mais celui-là avait donné une technologie qu'il estimait, lui, efficace et un prix plus élevé que Mirou. Mais cette offre a été écartée au profit de Mirou, qui a gagné le marché. Mais dans l'exécution du marché, nous avons fini par comprendre que non, Mirou
n'était pas forcément celui qui devait s'occuper de ces marchés-là. Dans des cas pareils, qu'est-ce qui arrive? Il y a conflit d'intérêts. Il n'y a pas eu conflit d'intérêts, c'est possible, hein? C'est question d'investiguer, parce que les conflits d'intérêts voudraient que moi, qui suis dans l'autorité contractante à la CENI, je vienne à avoir un lien incompatible par rapport à l'intérêt de l'État avec les candidats soumissionnaires, tels que Miro System. Okay. Si ce lien est établi, on dira qu'il y a eu conflit d'intérêts. Okay. On lui a donné ces marchés-là parce qu'ils se connaissent. Parce qu'il y a un lien, soit de filiation, soit un lien quelconque. Marchandage de pourcentage. Bon, peut-être qu'il y a eu des arrangements comme ça. Hein. Et là, ça biaise les processus. Et si les preuves sont probantes, naturellement, on doit appliquer la sanction. Et la loi prévoit 50 millions de francs congolais pour ces cas de figure. Pour toute infraction, tout acte contraire qui soit commis lors de la passation des marchés, la sanction, c'est le double, en fait, de la servitude pénale prévue pour ces cas-là. Ça peut être la fraude, ça peut être la corruption, c'est le double qui sera appliqué. Mais comme toujours, nous disons, il faut des preuves pour démontrer noir sur blanc qu'il y a eu ce genre de pratiques. Mais pour ces cas qu'on évoquait, par exemple, d'effacement des cartes, ça remet déjà en cause, comme je disais, la crédibilité et du fournisseur et de celui qui a passé le marché. C'est qu'il n'y a pas eu dextérité. Il n'y a pas eu rigueur dans la manière de préparer les dossiers, d'être plus exigeant au niveau des spécifications techniques, par exemple. Il fallait être regardant, exiger que ce soit des cartes qui sont de tel type qui ne se détériorent pas. Bon, il y a moyen d'anticiper, techniquement, il y a moyen d'anticiper ces choses-là. Est-ce que l'État vous laisse, vous de la société civile, vous qui pratiquez, qui faites l'organe, qui faites le contrôle citoyen, de participer à ces passations de marché? Bon, normalement, la passation de marché, comme je disais, il y a certaines brèches. Par exemple, comme on disait tantôt, l'ouverture des plis, elle est publique. OK? Donc, tout le monde peut venir voir ce qui s'est fait. Il n'y a pas de restrictions. Il n'y a pas de restrictions. Mais maintenant, dès lors que le processus a évolué, après l'ouverture des plis, il y a l'évaluation des offres. On évalue laquelle offre mérite d'être retenue. Et dès que c'est retenu, on attribue provisoirement. Mais dans l'entretemps, il y a les contrôles qui se font. Parce qu'il y a la direction des contrôles de marché public qui doit donner des avis de non-objection. Donc, tantôt, par exemple, on parlait d'appel d'offres pour les kits d'enrôlement, tandis que pour la machine à voter, c'était un gré à gré. Okay. C'est-à-dire que la CENI a estimé que Mirou avait livré des machines en 2018 à la RDC, et que ces machines avaient fonctionné normalement. Quoi de plus normal qu'on revienne chez Mirou parce qu'il a déjà la licence et il a une expérience avec la RDC. C'est comme ça que c'est pour faire vite aussi. C'était pour faire vite aussi avec d'autres considérations. Parce qu'il faut dire que les gré à gré répond à un certain nombre de critères qui vous amènent à passer au gré à gré. Okay. Ici, il y avait la contrainte du calendrier électoral. Il fallait organiser les élections dans les délais. Alors, pour eux, s'ils appliquaient l'appel d'offres, pour la machine à voter, ça allait prendre beaucoup de temps et ça allait impacter peut-être les calendriers. Pour ce faire, avec les gré à gré, on écourte les délais. Là où on vous dit par exemple que c'est autant de jours de ceci, par exemple quand vous prenez la DGCMP qui doit donner l'autorisation, parce que pour procéder au gré à gré, vous devez obtenir l'autorisation spéciale de la direction des contrôles de marché public. Okay. Et c'est en ayant 15 jours, par exemple, quand vous avez besoin d'avoir les avis de non-objection autres. Mais avec les contraintes, avec les gré à gré, on peut écourter ces délais-là à 7 jours. Ce qui permet déjà de jouer sur les calendriers. Donc, bref, on dirait que ce sont des méthodes qui sont d'application et qui s'appliquent en RDC, mais le gros affaire pour la société civile que nous sommes, la population, c'est encore d'être beaucoup plus vigilant, suivre de près, comme vous disiez, est-ce que vous venez à avoir accès? Et nous, les éléments qui nous permettent d'avoir accès, c'est naturellement les éléments de publicité, par exemple. Les éléments de publicité qui exigent, par exemple, que tout contrat public soit publié. Des journaux. Lorsque vous cherchez les contrats sur certains marchés, tels que le marché de la CENI,
En 2018, on n'avait jamais mis la main sur les contrats de la machine à voter. Cette fois-ci, bon, on a essayé de fouiller. Il n'est pas sur la place publique, mais il existe. Okay. Mais il faudrait qu'il soit mis sur la place publique. Parce que quand tout est publié, cela nous permet déjà de suivre, de voir où est-ce que les choses marchent, où est-ce que les choses ne marchent pas. Parce que lorsqu'il y a un appel d'offres, par exemple, et qu'il y a certains candidats qui estiment qu'ils sont lésés, que l'attribution ne devait pas être faite à telle entreprise, il fallait que ce soit à moi, il est libre, c'est parmi les éléments de transparence. Okay. La loi lui reconnaît les droits de recours, il saisit l'autorité contractante pour lui dire que non, je ne suis pas d'accord avec ces processus d'attribution, voilà, je reproche ça, ça, ça. Si ce recours-là n'a pas trouvé satisfaction, il peut saisir l'ARMP, l'autorité de régulation du marché public, qui a à son sein un comité de règlement des différends, le CRD, qui reçoit les recours et les traite. Ça peut être fondé, non fondé, recevable et tout, mais on les traite et on donne à qui, en fait, on rend compte de la situation. L'État n'a pas prévu de mécanisme pour privilégier, je ne dirais pas la main-d'œuvre locale, mais au moins privilégier les nationaux. Effectivement, cette loi reconnaît les recours à la compétence ou à l'expertise nationale. C'est prévu dans la loi. Et il y a même les dispositions par rapport à la sous-traitance. Et de nos jours, la sous-traitance a connu une réforme très avancée au pays. Donc, ces dispositions-là sont prises en compte. Mais ce que nous avons toujours adressé comme recommandation au secteur privé, c'est de se mettre à jour, être à même d'être capable, comme on disait tantôt techniquement, parce que lorsque vous avez la capacité technique, non seulement vous avez l'expérience, mais vous avez aussi la capacité de mobiliser pour les travaux, par exemple les engins et consorts. Vous devez être à même de mobiliser tous ces matériels qui entrent en ligne de compte. C'est pour dire que les sociétés congolaises, pour ne pas dire qu'elles sont discriminées, elles doivent se mettre à jour, elles doivent être compétitives pour compétir avec les autres, parce que c'est de la compétition. Est-ce que le législateur congolais a prévu le seuil pour les passations du marché? Oui, effectivement, il y a les seuils. Il y a les seuils au niveau de la procédure, et puis il y a les seuils au niveau de la revue préalable du dossier d'appel d'offres. Pour les seuils des marchés, par rapport à la procédure, il y a les seuils de 400 millions de francs congolais pour le marché des travaux. L'essai de 200 millions de francs congolais pour le marché des fournitures et services, et puis l'essai de 100 millions. Ça, c'est au niveau de la procédure. Donc, la DGCMP va accorder son avis de non-objection dès que ce marché-là équivaut à ces montants-là. Comme on dit, inférieur ou égal à 400 millions de francs congolais, ça doit d'office passer au contrôle de la DGCMP. Il faut ce quitus-là pour que le processus évolue. Ça, c'est au niveau de la procédure. Parce que j'insiste souvent, la DGCMP est là pour contrôler si la loi ici et toutes les dispositions au niveau des textes réglementaires sont appliquées. C'est ça leur mission. C'est de contrôler si l'application des dispositions légales sont pratiquées, sont respectées. Tandis que la cellule passe les marchés, monte les dossiers, appelle les candidats qui déposent et ainsi de suite. Et l'ARMP qui régule les systèmes. Donc, il faut dire qu'on était sur, comme vous disiez tantôt, la question des seuils. Ça, c'est au niveau des procédures. Mais au niveau de la revue préalable, donc, lorsqu'on monte un dossier d'appel d'offres, il doit aller à la DGCMP pour la revue préalable pour voir si tout est conforme à la réglementation. Et là aussi, c'est des seuils qui varient de 600 millions à 400 millions, 400 millions à 200 millions, selon les types de marchés, travaux, fournitures et services, et puis prestations intellectuelles. La question, c'est que est-ce que la RDC a-t-elle avancé ou reculé depuis qu'on a cette nouvelle disposition? Oui, on peut dire que la RDC a avancé et a pu avancer avec la réforme parce que maintenant nous avons un nouveau cadre juridique qui est cette loi-là et il y a aussi les textes d'application qui ont été produits. Et tout récemment, la dernière parution ou la dernière publication par rapport au cadre juridique, c'est les décrets portant manuel de procédure du 3 mars 2023. C'est-à-dire que l'ancien décret portant manuel de procédure... 10 ans après.
10 ans après, a été réformé. Parce que celui-là a été pris dans la foulée de 2010. Et en 2023, plus de 10 ans, il a été révisité. Il faut dire que c'est l'ARMP qui a cette mission également de réviser les lois sur les questions de marché public et même les documents standards. Par exemple, quand on parle des dossiers d'appel d'offres, c'est un dossier pratiquement qui est produit par l'ARMP et qui permet aux experts de la cellule d'y intégrer les éléments des services techniques, qui permet d'avoir les dossiers complets pour permettre aux candidats de monter leurs offres et participer à la compétition, à la mise en concurrence. Il y a une notion fondamentale qu'il faut soulever avec cette réforme ici. On a beaucoup évoqué ça, les préalables à la commande publique. Okay. Pour que les choses marchent, toute commande publique doit répondre à ces préalables-là. Il y en a au moins 6. 6 préalables. C'est naturellement l'identification des projets. Parce qu'on ne se réveille pas seulement comme ça et puis on dit, voilà, nous allons faire ceci. Non. On doit identifier les besoins. On doit avoir l'opportunité, évaluer l'opportunité de ces besoins-là. Est-ce que c'est opportun de construire un pont ou un seau de mouton à tel endroit? Dès qu'on juge de l'opportunité, on procède à ce qu'on appelle l'intégration de ces besoins-là dans un cadre programmatique, programmation budgétaire. Et dès que c'est coulé dans les cadres d'une programmation budgétaire, on doit s'assurer que l'argent existe, la disponibilité des crédits. Donc, une chose est de dire que nous allons construire 10 seaux de moutons, mais il faudrait encore que les crédits devant financer cette construction-là soient bien identifiés au niveau du budget de chaque secteur, bien sûr. Et puis, il y a naturellement la planification, la mise en concurrence et puis les choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. Mais si on doit s'en tenir à des publications ou encore à des enquêtes menées par certaines structures de la société civile qui dénoncent notamment qu'on viole pratiquement tout le temps cette loi prévue par l'État, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne puisse pas respecter ça? Parce que c'est prévu pour mettre de l'ordre et aussi surtout la clarté et puis je dirais la traçabilité de l'utilisation de l'argent de l'État. Tout à fait. C'est un outil important de gestion qui permet de retracer, qui permet de mieux réaliser les projets de développement et consorts. Mais il faut dire que les cas que nous dénonçons, comme d'autres collègues, les cas de détournement, les cas de fraude, ça et là, ce sont des cas qui sont un peu liés au contexte typiquement congolais, comme moi je l'ai toujours perçu. Qui n'est pas encouragé, bien sûr. Qui n'est pas encouragé, ce sont des mauvaises pratiques qu'il faut décourager. Il faudrait peut-être qu'on parvienne à sanctionner réellement, c'est-à-dire qu'une chose est de dénoncer, une autre est de parvenir à la sanction. C'est comme une chaîne en fait. Je pense que si réellement on a dénoncé au niveau de la passation qu'il y a eu conflit d'intérêts, qu'il y a eu prise illégale d'intérêts, par exemple un fonctionnaire ou un agent public qui prend, qui reçoit ou qui conserve un intérêt, n'est-ce pas, lors d'un processus de passation de marché, il y a prise illégale d'intérêt. S'il y a des cas comme ça avérés, on doit naturellement sanctionner. Mais est-ce qu'on a l'État a déjà sanctionné des cas pareils que vous avez dénoncés puisqu'il y a eu des cas avérés de non-respect de passation de marché? Il y a des cas, il y a des procès sur les questions des marchés publics, mais il faudrait peut-être amplifier, il faudrait peut-être qu'il y ait plus de dossiers, parce qu'il faut dire qu'il y a comme une cassure. On peut venir à dénoncer, on peut venir à constater, mais la justice qui devait prendre en charge ces questions-là, c'est comme je vous disais tantôt, nous au niveau de la société civile, nous avons formulé des lettres d'inquiétude où nous dénonçons un certain nombre de choses. Maintenant, il revient à l'État, naturellement l'appareil judiciaire, d'investiguer là-dessus, de vérifier si ce que nous disons là déjà
appelle à plus d'investigation pour que, si les faits sont établis noir sur blanc, que l'État sanctionne, la justice sanctionne les auteurs de ces actes-là. Et c'est faisable, hein, c'est faisable. Je ne pense pas qu'on doit continuer à se dire que non, rien ne s'est fait. Je pense que ça s'est fait, mais il faudrait beaucoup plus d'action dans ce sens-là, parce que nous avons une sorte d'environnement qui quand même bouge lorsque vous avez les contrôles, par exemple avec l'IGF, vous avez les contrôles avec les parlementaires, vous avez les contrôles avec les citoyens, mine de rien, et puis avec les médias d'ailleurs, les médias, avec les médias en ligne, tout ça, tout de suite on peut mettre sur la place publique, voilà, il y a cette histoire par exemple des forages qui fait beaucoup parler. Donc, toutes les autres instances qui ont ce pouvoir-là, parce qu'ils sont investis de ce pouvoir-là. Un procureur peut venir à... La Cour des comptes. Oui, il peut venir à initier une plainte, la Cour des comptes, par exemple, en passant. Donc, il y a des dossiers qui ont été indexés, il y a eu malversation, il y a eu corruption, il y a eu détournement. Il faudrait que l'appareil judiciaire s'active pour amener à ce que tous ces détourneurs, fraudeurs, corrompus viennent à répondre de leurs responsabilités. Y a-t-il un aspect de ces documents que vous n'avez pas abordé, que vous auriez bien voulu en parler? Oui, l'aspect que j'aurais souhaité qu'on ajoute, c'est notamment la notion des garanties. Il faut dire que dans les sanctions pénales, comme nous avons dit, c'est le double de la servitude pénale qui doit être appliquée dans la mesure où on viendrait à incriminer quelqu'un pour tel ou tel autre fait, mais il y a aussi des sanctions administratives. Par exemple, une entreprise qui s'est méconduite dans cet exercice des marchés publics viendrait par exemple à être exclue des processus de la passation de marché 5 ans durant. Okay. C'est prévu par les... C'est prévu par la loi, pour n'avoir pas honoré ses engagements lors de l'exécution d'un contrat. On peut l'exclure 5 ans durant, il ne participe pas à toute compétition des marchés publics. Ça, ce sont des sanctions administratives. On confisque, au niveau par exemple du tribunal, on viendrait à confisquer toutes les garanties possibles. Vous avez la garantie de l'offre, vous avez la garantie de bonne exécution. C'est comme la plainte du chef de l'État. Il a complètement raison dans la mesure où nous appelons ça en marché public la garantie décennale. Okay. C'est-à-dire une route a une vie de 10 ans pour qu'elle commence à connaître au minimum, pour connaître des fissures, des maboulous, des trous comme on en décrit à Kinshasa. Des nids de poules et tout là. Des nids de poules. Mais ici, c'est à peine 6 mois, 3 mois, on a les nids de poules. Normalement, on doit interpeller et l'entreprise qui a construit et l'État, dans une certaine mesure, ouvrir l'œil et les bons pour voir, mais, parce que les chefs de l'État s'en est plein, mais il faudrait passer à l'action. Il faudrait que les instances qui sont censées, parce que vous avez les missions de contrôle. Lorsqu'on construit une route, il y a, les maîtres d'ouvrage, il y a les missions de contrôle qui vérifient si on a bien mélangé la caillasse, si on a bien fait ces bétons-là. En cas de mauvais dosage, on peut venir déjà à tirer la sonnette d'alarme et arrêter par exemple ces marchés-là et les donner à quelqu'un d'autre. Parmi les éléments de gré à gré, c'est aussi ça. Un marché infructueux, un marché qui n'a pas été exécuté en bonne et due forme, on peut venir à dessaisir cet entrepreneur-là et les donner à quelqu'un d'autre qui va les faire efficacement. Okay. Donc c'est parmi les mesures qui peuvent venir à décourager toutes les mauvaises pratiques si nous appliquons la loi dans sa rigueur. Monsieur Djoué Mutombo, on est pratiquement à la fin de notre émission Économie et Société. Avez-vous un mot de la fin, toujours dans ce sens? Oui, le mot de la fin du Bifordi, en fait, c'est poursuivre les contrôles citoyens, parce que sans contrôle, on ne saura pas amener l'État à mieux faire. Okay. Donc l'État doit sentir que la population, qui est bénéficiaire de tout ce qui s'est fait, c'est le premier bénéficiaire, il paye l'impôt. Ce n'est pas pour rien que nous payons l'impôt, c'est pour que nous ayons de bonnes écoles, bons centres de santé, bonnes routes, bonnes infrastructures, les stades, tout ce qui est public là, au profit de la population. C'est comme avec les élections, la carte d'identité qui tarde à venir, qui bientôt peut-être sera donnée aux Congolais, mais la carte d'électeur là nous sert de carte d'identité.
Aujourd'hui, les gens ont du mal à se faire servir, que ce soit à la banque, que ce soit dans d'autres administrations, parce que la carte est complètement foutue. Même les duplicata posent le même problème. Et donc, c'est pour dire que l'État doit être conscient qu'il construit pour la population et doit construire selon les normes. Et donc, si c'est l'État qui passe des marchés, qui achète pour le bien-être de la population, l'État devrait jouer sa partition et devait s'arranger pour que ceux qui viennent compétir soient réellement des entreprises qualifiées, compétentes, à même de réaliser des ouvrages qui traînent en bonne et due forme. Comme nous disions tantôt, les cas des routes, ça doit faire 10 ans, excepté quelques exceptions qui peuvent venir à exister, mais c'est d'abord 10 ans. On doit faire respecter ces choses-là pour que réellement l'intérêt public prime au Congo. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui, l'émission Économie et Société, vous avez compris. Et là, le thème abordé était la passation de marchés publics en République démocratique du Congo. On a eu un expert sur ces plateaux, il s'appelle M. Joey Mutombo. Il est du Bureau des formations et des recherches sur le développement intégral, BIFORDI, en sigle, à qui nous disons énormément grand merci. Merci. Merci, mesdames et messieurs. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir.